C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations s'est tenu comme prévu ce mardi au Cameroun, pays hôte de la compétition. Elle se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022. Les fans de football ont suivi de près ce tirage au sort en espérant que leur équipe échappe au groupe de la mort. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. L'inquiétude de l'OMS face au cas d'Ebola détecté en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé est préoccupée de voir le virus ressurgir dans une mégalopole de plus de 4 millions d'habitants. Dans le même temps, un cas suspect a été identifié et les cas contacts isolés, nous serons à Abidjan dans un instant. Dans cette édition, nous irons également en Kabylie, dans le nord-est de l'Algérie, où des incendies meurtriers ont fait près de 90 morts selon un bilan officiel. Vous verrez que certains habitants commencent à rentrer chez eux pour constater l'étendue des dégâts. Témoignage dans un instant. On commence donc par le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est tenu comme prévu au Cameroun, pays hôte de la compétition, du 9 janvier au 6 février 2022. Un événement très suivi par les fans. Et ils étaient nombreux à espérer éviter le fameux groupe de la mort, celui entre autres avec l'Algérie, le champion en titre. Quelles sont les équipes qui ont échappé? On retrouve tout de suite notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Marcel, quelles sont les principales affiches? Alors, ce tirage au sort aura été favorable au pays hôte, le Cameroun, qui hérite d'un groupe plutôt abordable avec pour principal adversaire au premier tour le Burkina Faso. Le Burkina Faso contre qui il jouera d'ailleurs le match d'ouverture le 9 janvier 2022. Mais le sort n'aura pas été aussi favorable pour le tenant du titre, l'Algérie, qui dès le premier tour hérite de la Côte d'Ivoire. Autre choc à prévoir dans le groupe C, cette fois-ci, Ghana-Maroc. Le Nigeria, lui aussi, n'aura pas la tâche facile puisqu'il se devra affronter dès le premier tour un adversaire plutôt coriace, l'Égypte. L'Égypte qui, vous le savez, est l'équipe record qui détient donc le plus grand nombre de titres en Coupe d'Afrique des Nations avec 7 victoires au total. Autre choc, c'est dans le groupe F avec cette rencontre Tunisie-Mali qui, elle aussi, vaudra le détour. Un tirage au sort qui s'est donc tenu finalement ici au Cameroun et qui aura duré exactement 90 minutes et qui marque le véritable compte à rebours vers cette compétition, la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football qui va donc se tenir ici au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Et on la suivra, cette CAN 2022, avec nos équipes au Cameroun dans le Journal de l'Afrique et sur France 24. Merci beaucoup Marcel Amoko, notre correspondant à Yaoundé. 2 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, un cas suspect et un cas confirmé. Il s'agit de la jeune fille de 18 ans en provenance de Guinée. Elle est hospitalisée et suit les traitements nécessaires. Ses contacts ont été isolés. Une enquête est en cours dans son village en Guinée. Face à cette situation, l'OMS a réagi. L'Organisation mondiale de la santé s'est dit préoccupée. Les détails à Abidjan de nos correspondants Anan Ferjani et Samuel Bernard. Les autorités poursuivent la campagne de vaccination lancée lundi. Selon nos informations, 200 personnes ont été pour le moment vaccinées, principalement dans les foyers de contact de la jeune femme atteinte d'Ebola, c'est-à-dire près de son domicile et dans les différents centres hospitaliers dans lesquels elle s'est trouvée. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une situation extrêmement préoccupante. Le représentant du bureau d'Abidjan de l'OMS appelle à la vigilance. À partir du moment où il y a un vaccin qui est disponible, ce qui nous reste maintenant, c'est d'élever le niveau de sensibilisation des populations. Ce n'est plus la maladie Ebola avec des craintes majeures de contamination et qu'il n'y a plus rien à faire. Dans les 6 heures qui ont suivi son hospitalisation, le laboratoire a confirmé que c'est un cas d'Ebola. Ça traduit la rapidité et l'efficacité au moins de détection et de diagnostic des cas qui arrivent dans le pays. Cependant, il faut garder la vigilance. La surveillance, elle est continue, elle est permanente. Une surveillance qui doit également se faire au niveau des points de passage entre les pays de la sous-région. Selon Jean-Marie Vianney, il existerait près de 250 points de passage non officiels, notamment le long de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que le pays n'avait enregistré aucun cas de la maladie depuis 1994, malgré l'épidémie d'Ebola survenue en Guinée et au Libéria entre 2013 et 2016, qui avait fait plus de 11 000 morts.
On en vient à cette nouvelle attaque dans le Sahel. Des hommes armés ont tué 37 civils à Bani Bangou, dans le sud-ouest du Niger. La commune se situe dans la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où des islamistes armés mènent régulièrement des assauts. Je vous emmène à présent en Kabylie, dans le nord-est de l'Algérie. Cette région a été ravagée par les flammes, une catastrophe humaine. Le bilan officiel fait état d'au moins 90 morts, mais aussi écologique, vu l'étendue des dégâts. Dans le village de Aït Sidali, près de Béjaïa, certains habitants commencent à rentrer chez eux. Toujours sous le choc, c'est l'incompréhension qui règne. Wassim Cornet. Après le rouge des incendies, le noir des centaines d'hectares de végétation calcinée. Une semaine après les feux qui ont ravagé une partie du nord de l'Algérie, les habitants commencent à faire leur retour dans les régions sinistrées. Ces 2 frères et leurs familles, qui partagent cette maison, ont réussi à fuir les flammes in extremis. Tout à coup, on se retrouve on ne peut pas même pas faire une intervention. Alors on a préféré sauver les enfants, pour les dégâts humains. 4 personnes sont mortes dans ce village du nord-est de la wilaya de Béjaïa. Avant, les quelques maisons ici étaient entourées de forêts et de verdure. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien. À quelques kilomètres de là, la lutte contre les incendies n'est pas encore totalement terminée. Même si les plus gros foyers ont été maîtrisés, les pompiers restent sur le qui-vive pour empêcher tout nouveau départ de feu. Dans l'incendie, le temps que avec le temps de le vent, selon le dernier bilan officiel, au moins 90 personnes ont perdu la vie dans ces incendies, une des pires catastrophes en Algérie ces dernières années. Et puis sachez que dans l'affaire du lynchage et de l'immolation d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie, la police algérienne a annoncé mardi l'arrestation de 25 suspects, portant à 61 le nombre de personnes appréhendées. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le procès en appel du journaliste algérien Khaled Drarni, programmé pour le 23 septembre prochain. Il sera rejugé par la Cour d'Alger après la réponse favorable de la Cour suprême à son pourvoi en cassation. Khaled Drarni avait été condamné en septembre 2020 à 2 ans de prison ferme et a été libéré en février 2021 dans le cadre de mesures de grâce présidentielle. Les félicitations des voisins de la Zambie après l'élection de l'opposant historique Hakainde Hichilema. Les pays amis saluent la transition politique en douceur de ce pays d'Afrique australe. Un fait à la fois rare et exemplaire sur le continent après la large victoire d'Hakainde Hichilema à la tête de l'État. Et puis l'Ouganda, qui se dit prêt à accueillir temporairement des réfugiés afghans, annonce mardi du ministère ougandais des Affaires étrangères après le basculement de l'Afghanistan sous contrôle des talibans. Selon les médias ougandais, le pays pourrait accueillir 2000 réfugiés. On en vient à ce bras de fer entre pouvoir et opposition au Sénégal. Les 2 partis ne sont pas d'accord sur le montant de la caution pour les prochaines élections locales prévues en janvier 2022. L'opposition propose 10 millions de francs CFA pour démocratiser les candidatures, un montant quadruplé par le pouvoir qui espère décourager certains prétendants et réduire les candidatures. Les précisions à Dakar d'Elimandao. Cela fait 2 ans que l'opposition et le pouvoir discutent au Sénégal à travers un dialogue national initié par le président de la République au lendemain de la présidentielle de 2019. Un dialogue qui aura permis entre les 2 camps d'être tombés d'accord sur une vingtaine de points. Mais il faut le dire, plusieurs autres points font divergence entre les 2 camps, notamment le prix de la caution pour la participation aux prochaines élections locales. L'opposition estime que la caution doit être accessible et réclame des élections démocratiques et ouvertes à tous. Le pouvoir, de son côté, pense qu'avec une caution importante, les élections seront beaucoup plus crédibles. Écoutez. Il faut absolument éviter de mettre en péril la crédibilité donc, du processus électoral et en l'occurrence ici, il faut éviter aussi les candidatures fantaisistes. Qu'il y ait un filtre de ce point de vue par la caution, ça nous paraît tout à fait normal. Ce qui importe, c'est que les candidats puissent se présenter,
que les conditions normales soient mises en place, qu'on puisse accéder au fichier électoral et de contrôler les inscriptions et d'organiser un scrutin sincère. Voilà ce que nous demandons. Les deux parties vont se retrouver de nouveau ce vendredi pour discuter sur ces différents points d'achoppement et c'est le ministère de l'Intérieur qui aura les derniers mots. Avant de se quitter, je vous emmène au cœur des forêts de l'Alobaye, dans le sud de la République centrafricaine. C'est la saison des pluies et surtout celle des chenilles. Dans ces forêts, on les récolte pendant un mois pour les manger et les vendre. Une manne financière et nutritive. En Afrique centrale, le makongo est le plat le plus réputé et on peut le manger qu'une seule fois dans l'année. Reportage de Clément Diroma. Aux premières lueurs du jour, l'éveil de la nature, au cœur des mythiques forêts de l'Alobaye, dans le sud de la République centrafricaine. L'heure pour Charles, un enseignant, de partir pour une excursion pas comme les autres, à la chasse aux chenilles. Chaque jour, le matin, très tôt, on part, très tôt, chaque jour. Après quelques mètres, Charles rencontre ses enfants d'un village proche. Ils ont trouvé un endroit où les insectes tant convoités dans ces forêts abondent. Bon, on va partir ensemble avec eux. L'expédition s'arrête un peu plus loin pour scruter les alentours de cet arbre. Tu cherches, quand tu le vois ici, bon, tu prends. Mais ce jour-là, pas de chance. Charles et les enfants doivent se contenter d'une maigre récolte. Dans l'Alobaye, la saison des chenilles est très attendue chaque année. Elle représente une importante manne financière. Il faut que je parte en forêt pour trouver des chenilles et les vendre et avoir de l'argent pour ma famille. J'ai 62 ans. Mais je dis que tu ne vis pas. Tu ne vis pas parce que tu parcours des kilomètres, ça te rajeunit. Après la cueillette, Charles marche quelques kilomètres jusqu'à la ville de Mbata, abritant au cœur de la forêt le plus grand marché de la région. Les marchands de Bangui amènent les chenilles à Bangui et revendent sur le marché de Bangui. Les marchands de la capitale achètent ces insectes par centaines de kilos. Marie-Aimée fait le trajet chaque matin, soit 6 heures de piste en moto. Parfois je gagne de l'argent, parfois j'en perds. Souvent j'achète les chenilles ici pour 10 000 francs et je les revends 12 000. Donc je fais un bénéfice de 2 000 francs. Soit quelques euros. Un surprenant commerce qui ne dure qu'un mois, mais qui permet aux familles d'économiser. C'est au travers de la chenille que les gens payent la scolarité de leurs enfants. L'une de la famille tombe malade, ils interviennent par le revenu de chenille. Les longues marches en forêt ouvrant l'appétit, Charles se rend chez Priska, la cuisinière la plus réputée du village. De l'huile, quelques oignons pour l'assaisonnement. La recette est simple, mais nécessite un savoir-faire. Pendant un mois, pour répondre à la demande, Priska cuisine les makongos plusieurs fois par jour. On ne s'arrête pas de manger des chenilles parce que c'est bon pour la famille avec des vitamines qu'on ne trouve pas ailleurs. En quelques secondes seulement, la première assiette est engloutie. Merci maman, merci maman. Merci maman. Rendez-vous la saison prochaine pour manger de nouveau des chenilles fraîches. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.